Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité sur Canal 3 Bénin. Plus loin, ensemble, c'est ce que propose Romuald Wadani au peuple béninois pour les 7 prochaines années. Face à la nation depuis le Palais des Congrès de Cotonou, ce samedi, il a décliné les grands axes de son projet de société. Dans cette émission, nous allons revenir sur les points saliants de ce document qui porte la vision du duo candidat Wadani-Talata. Ce sera à travers un double décryptage. Nous parlerons aussi de poésie philosophique dans cette émission avec Dr Luc Magloire-Oké. Il est cardiologue, physiologue. C'est d'ailleurs le premier cardiologue à réussir une intervention chirurgicale sur le cœur au laser à Washington, D.C., c'est aux États-Unis. Il est cardiologue interventionnel spécialisé en électrophysiologie, mais aujourd'hui nous allons vous le présenter sous l'une de ses autres facettes. Il est aussi écrivain poète, un homme dont la plume est aussi effilée qu'un bistouri et dont les mots coulent avec la précision d'un diagnostic. À travers ses œuvres comme Quand le soleil éclaira la nuit ou Trilogie, pour ne citer que ces deux-là, sa poésie n'est pas qu'une simple distraction, c'est une philosophie de l'existence, une quête de sens gravé dans le filigrane de chaque interligne. Vous allez le découvrir dans cette émission que nous démarrons tout de suite par le journal. Au sommaire de ce journal, le candidat Romuald Wadani insiste dans son projet de société sur le dialogue national, la sécurité et la diplomatie, gage de tout développement. Selon lui, aucun développement durable ne peut se faire dans un climat d'instabilité. Il propose le renforcement des forces de défense et de sécurité en équipement de dernière génération, l'opérationnalisation de la police municipale, surtout dans les zones frontalières, et une diplomatie plus active avec les pays voisins. Nous en parlerons dans ce journal. Nous ferons également un zoom sur les professionnels de santé qui ont décidé de soutenir le duo Wadani-Talata pour la prochaine élection présidentielle. Ils sont reconnaissants pour les efforts de progrès fournis par les gouvernants ces 10 dernières années. Ce choix, selon le réseau des professionnels de santé, va permettre aux professionnels du secteur de poursuivre le dialogue pour la résolution de leurs problèmes. Et pendant ce temps, le ministère du Travail et de la Fonction publique honore son personnel féminin. Au-delà de l'aspect festif de la Journée internationale des droits des femmes, la célébration constitue pour ces dames une occasion pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail et surtout leurs droits et devoirs. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Plus loin, ensemble, ainsi est intitulé le projet de société du duo candidat Wadani-Talata. Comme vous le verrez sur ces images, les grands axes de ce projet de société sont officiellement présentés au peuple béninois ce samedi 21 mars 2026 par Romuald Wadani, un exercice exécuté avec maestria sous des pluies d'ovation. Et dans son speech, le candidat Romuald Wadani est revenu sur les questions fondamentales de dialogue national, sécurité et diplomatie. Selon lui, aucun développement durable ne peut se faire dans un climat d'instabilité. Il propose alors le renforcement des forces de défense et de sécurité en équipement de pointe de dernière génération, l'opérationnalisation des polices municipales, surtout dans les zones frontalières, et une diplomatie plus active avec les pays voisins. Voici un extrait de ses propos. La démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui est à rectifier. Sur le domaine de la sécurité, nous allons faire 3 choses. La première chose, c'est doter nos forces de défense-sécurité d'équipements de dernière génération, davantage de technologie. Nous allons leur permettre de pouvoir anticiper sur l'ennemi qui s'approche. Nous allons leur permettre d'être beaucoup plus réactifs quand on est attaqué. La deuxième chose, c'est que nous allons opérationnaliser très rapidement les polices municipales.
Dans toutes les communes frontalières, nous allons doter nos mairies de police municipale. Il s'agira de faire en sorte que les jeunes, dans leur propre environnement, nous les formions, nous les équipions et que nous leur donnions la possibilité de défendre leur maison, leur famille, leurs frères et sœurs, leur environnement. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. Des villages de splendeurs et des villes de splendeur dans chacun des 6 pôles de développement, c'est le rêve de Romuald Ouadani qui insiste sur l'industrialisation généralisée, le développement du tourisme à l'interne et la possibilité de faire du Bénin un exportateur de solutions technologiques à travers la formation des jeunes. Voilà quelques-unes des grandes lignes que propose le candidat de la majorité présidentielle pour améliorer le quotidien des Béninois. Nous allons suivre. Il est évident qu'aujourd'hui, face à la démographie et au nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, il est indispensable que dans chaque région, il y ait au moins une industrie. Obligation serait faite d'attirer une industrie nouvelle au moins dans chaque région. De la même manière, sur le tourisme, je voudrais et je tiens à ce que dans chaque région, l'accent soit mis pour qu'il y ait au minimum un village, une ville de splendeur. Nous devons faire en sorte que le travailleur qui est ici à Cotonou, qui prend quelques jours de repos avec sa famille, ait d'abord envie de dire « je vais à Dassa, je vais à Boukoumbe » plutôt que de dire « je vais ailleurs pour ne pas nommer un pays à côté ». Nous pouvons le faire. Nous devons développer le tourisme local. Nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons envie de visiter les autres régions. Je suis né à Lokossa, je n'ai pas choisi d'être né à Lokossa, et donc on ne choisit pas où on est. Mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous, quel que soit là où on est. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Le candidat Romuald Ouadani est aussi préoccupé par les conditions de vie et de travail des artistes béninois. Dans son projet de société, il propose l'identification périodique de certains artistes à rémunérer mensuellement pour encourager la stimulation des œuvres de l'esprit. Il insiste aussi sur l'accompagnement technique et technologique pour améliorer la qualité des productions culturelles en République du Bénin. Nous allons suivre un extrait. Il s'agira, par un processus transparent et rigoureux, de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire 2 choses. Un salaire tous les mois. Parce que le vent qui a faim ne peut pas réfléchir. Parce que l'artiste a beau avoir du talent. Si son enfant est malade et qu'il cherche de l'argent pour aller le soigner, il va arrêter son art et même vendre l'œuvre incomplète histoire de faire face à ses besoins immédiats. Donc nous allons donner un salaire aux artistes et leur dire, pendant la période où ils sont dans le programme, ils doivent se concentrer sur l'excellence de leur art, l'exercice de leur art, l'approfondissement de leur art. Et la deuxième chose qu'on va leur apporter, c'est de dire, parfois on a beau avoir du talent, mais il manque un peu d'encadrement pour que notre art puisse être exportable, pour que notre art puisse être aimé, apprécié par d'autres personnes de cultures différentes.
Nous allons apporter cet accompagnement également, en plus du salaire qui sera donné aux artistes et tout le secteur des aides de la culture. Au terme de la séance, plusieurs acteurs politiques et même des membres de la société civile se sont prêtés à quelques-unes de nos questions. Dans l'ensemble, on lit la satisfaction sur les visages. Nous allons écouter quelques-uns dans cet élément. J'ai suivi de long en large le projet de société de notre futur président. C'est louable. On peut avoir confiance en lui. La grande nouveauté, c'est la création des pôles régionaux de développement. Il dit qu'il va créer 6 pôles régionaux de développement. À chaque région, sa possibilité de développement. Après, il y a les grandes activités qui ont été citées, notamment l'industrie, le tourisme, l'agriculture et l'innovation. C'est génial. L'autre chose, c'est que pour désormais faire une pièce, notamment le passeport par exemple, l'État n'a plus besoin de vous demander les pièces que lui-même est censé vous donner. Ne peut plus vous demander ça. C'est très important. La première implication dans le monde agricole, c'est que 100% de voix des agriculteurs à notre président candidat. Il n'y a pas de raison qu'un agriculteur entende aujourd'hui qu'il aura l'assurance agricole et qu'il se soustrait du mouvement que nous sommes en train de mettre en place. D'abord, il a parlé de la jeunesse. Il a parlé de l'extrême pauvreté. Il a parlé des 5 besoins fondamentaux. Parce que nous ne pouvons pas être affamés et faire la paix. Et aujourd'hui, entendre parler de la réalisation future de CHIP, le Centre hospitalier international de Parakou, franchement, c'est une grande joie pour nous. Et en passant, il y a aussi les projets sur les réformes agriculture, tout ça. En fait, je suis tellement contente et j'ai hâte de voir toutes ces réalisations pour la ville de Parakou et pour tout le Bénin entier. Et pendant ce temps, loin du palais des congrès de Cotonou, des agents d'élection chargés de conduire les opérations de vote des Béninois résidant à l'étranger actualisent leurs connaissances. La Commission électorale nationale autonome a formé ce samedi les coordonnateurs d'élection à l'extérieur et leurs assistants, de même que les points focaux. Ils ont revisité les notions essentielles pour l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la présidentielle du 12 avril 2026. Ces agents vont servir dans 14 centres de vote situés dans 10 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour le compte du scrutin. William Cliquant pour les détails. La circonscription électorale est le territoire national, y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l'étranger. C'est en vertu de ces dispositions de l'article 141 de la loi électorale que la Commission électorale nationale autonome prémunit ses agents en mission. Ils sont aguerris pour faciliter aux 71 274 Béninois résidant à l'étranger inscrits la jouissance de leur droit de vote le 12 avril. Les modules de formation portent sur la responsabilité des agents électoraux, le remplissage des documents et l'utilisation de la plateforme de transmission électronique des résultats. Votre mission est stratégique. Il s'agira de conduire et de superviser l'ensemble du processus électoral au sein des représentations consulaires. Aucune erreur, même minime, ne doit entacher la crédibilité du scrutin. Votre professionnalisme sera la garantie du succès collectif. Faites preuve de loyauté, de collaboration active et d'un esprit de service exemplaire. 3 catégories d'agents d'élection sont déployées dans les représentations consulaires du Bénin pour le compte de la présidentielle. Les coordonnateurs d'élection à l'extérieur et leurs assistants, ainsi que des points focaux. Ils vont servir dans 111 postes de vote, répartis en 14 centres de vote sur 3 continents. En Afrique, un centre de vote est ouvert au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon et en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire et le Congo en comptent 2 chacun et le Nigeria 3. Le centre de vote de Paris est le seul ouvert en Europe. En Amérique, 2 centres accueillent les Béninois votants résidant aux États-Unis et un seul réservé à Montréal aux inscrits du Canada pour le compte de cette élection présidentielle
au Bénin. Je l'annonçais en début d'édition, reconnaissant pour les efforts de progrès fournis par les gouvernants et soucieux d'obtenir satisfaction aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés. Sages-femmes, infirmiers, médecins et autres formés dans les écoles et établissements et centres de la sous-région ouest-africaine ont décidé d'accompagner le duo candidat de la Bouvance. Ce choix, selon le réseau des professionnels de santé, va permettre aux professionnels du secteur de poursuivre le dialogue pour la résolution de leurs problèmes. Les précisions. Formés dans les centres, écoles et établissements d'enseignement supérieur, ils s'unissent pour donner une impulsion à leur vie active collective, réunis au sein du réseau des professionnels de santé du Bénin. Formés dans la sous-région ouest africaine, ces hommes et femmes sont confrontés à d'énormes difficultés liées à leur insertion professionnelle. La non-reconnaissance de leur diplôme, les difficultés liées aux procédures d'authenticité et d'équivalence, l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'exercice, notamment celle en clientèle privée. Nous ne sommes pas allés à l'extérieur nous faire former parce qu'on pense que la formation de notre pays n'est pas meilleure. Mais c'est juste par contrainte qu'ils nous permettent de jouir de nos diplômes et d'avoir l'équivalence. Tout en reconnaissant les efforts fournis par le gouvernement en place, le groupe entend, dans une démarche constructive et dans le dialogue avec les autorités, trouver une solution. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le réseau a déclaré son soutien au duo désigné de la mouvance Romuald Wadaigny et Mariam Tchabi Talata. Nous nous sommes organisés, mobilisés pour soutenir le candidat ou le duo de la mouvance présidentielle. Nous leur apportons leur soutien parce que nous avons vu le régime faire des choses assez intéressantes. On s'est dit, mais la dynamique doit continuer. Nous prenons aujourd'hui une position claire, responsable et assumée. Notre reconnaissance pour les efforts entrepris par le gouvernement et le ministère de la Santé, notre soutien officiel à la candidature du duo de la mouvance présidentielle, Romuald Wadaigny et Mariam Tchabi Talata. Pour ces derniers, l'acte posé relève de celui de responsabilité et va permettre de poursuivre les négociations. Désormais, il ne sera plus question d'évoluer en rang dispersé. Ils appellent les autres professionnels qui ne sont pas encore membres du réseau à rejoindre les rangs en vue de renforcer les actions. Nous allons à présent parler des séances de prière collective initiées par les cadres de la commune de Banté pour passer cette période électorale en toute quiétude. Ces prières se sont déroulées presque dans toutes les mosquées et pour l'occasion, en reconnaissance aux efforts de développement, des prières ont également été adressées à l'endroit des gouvernants, surtout le chef de l'État. Imet Elena Mousso pour les détails. Le processus électoral enclenché il y a un moment suit son cours au Bénin. La période est souvent perçue comme une occasion où la paix peut vaciller. Et c'est conscient de cet enjeu que les cadres de la commune de Banté implorent la bienveillance du Tout-Puissant. En parfaite entente et de commun accord avec les imams de la localité, ces derniers ont initié des séances de prière collective. L'objectif, c'est de prier pour la paix pour tout le Bénin. La paix particulièrement pour Banté. En plus de supplier Dieu pour la paix dans le pays, les invocations ont aussi été faites en faveur des gouvernants, surtout le chef de l'État Patrice Talon, salué pour ses 10 années de gouvernance marquées par des résultats jugés élogieux. Vous allez constater lors de la prière, nous avons prié, nous avons imploré la faveur divine sur son Excellence le président Patrice Guillaume Athanase Talon, et nous devons être reconnaissants envers Dieu d'abord qui l'a promis pour nous et il est en train de construire le Bénin, il l'a amené jusqu'à ce que nous tous nous voyons. Les périodes électorales sont très sensibles dans notre pays et dans quelques jours nous serons invités à aller voter pour choisir un nouveau président. Alors, je voudrais inviter tout le monde à rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il a accordée à notre cher président, je vais nommer son Excellence, M. Patrice Talon, qui bientôt va finir ses 10 ans à la tête de notre pays. Gloire à Dieu. Oh Dieu, candidat Wadaigny Talata, nous supplions Dieu le Très-Haut de les fortifier. Depuis le pays des pactes de terre, le top est ainsi donné pour la mobilisation spirituelle, toute chose pour rappeler que la paix est une richesse à préserver, surtout en période électorale.
La journée internationale des droits des femmes a été célébrée en différé à Djougou ce mercredi 18 mars et le personnel féminin des forces armées, des sapeurs-pompiers, des eaux, forêts et chasses et de la police républicaine en service de la Donga a marqué la 4e édition de l'événement à travers plusieurs activités. Abdoussa Abidrissou pour le compte rendu. Les manifestations ont débuté par cette marche de cohésion rythmée et animée. Au terme du parcours, les participantes ont rallié le site des manifestations. Cette journée a été une occasion de célébration, mais aussi de réflexion autour du thème « Femmes en uniforme et vie du foyer ». Ce sujet nous invite à porter un regard particulier sur une réalité que nous vivions chaque jour, celle de la conciliation entre l'engagement professionnel et les responsabilités du couple. Porter l'uniforme, c'est un honneur. Il symbolise la discipline, le sens du devoir, le courage et la loyauté. Ce n'est pas seulement à l'occasion de la Journée internationale de la femme que nous allons célébrer les droits des femmes. Ce n'est pas seulement à la Journée internationale de la femme que nous allons célébrer l'égalité de genre, mais c'est déjà consacré et défendu par le texte. Sur ce, je vous souhaite bonne fête. Je suis une femme en uniforme, je suis fière de défendre ma patrie. Accepter et que nous vous remercions simplement parce que c'est au-delà de tout. Nous vous aimons. Merci de nous avoir donné la vie. Soyez bénis, infiniment bénis et pour la pérennité de l'humanité. Le moment de convivialité a été marqué par un partage de repas suivi de la coupure du gâteau. Dans le même registre, le ministère du Travail et de la Fonction publique a aussi honoré ce jeudi 19 mars 2026 son personnel féminin. Au-delà de l'aspect festif de la Journée internationale des droits des femmes, la célébration constitue pour ces dames une occasion pour réfléchir à leurs conditions, leurs droits et leurs devoirs. Nous allons suivre. Un beau décor qui rappelle la douceur de la femme, une forte mobilisation des femmes, toutes sur leur 31, des hommes étaient aussi à leur côté, avec une présence qui non seulement rehausse l'événement, mais en dit long sur leur engagement à œuvrer pour la cause féminine. Tous les petits plats sont mis dans les grands pour offrir une belle célébration aux femmes du ministère du Travail et de la Fonction publique. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes, le monde nous appelle à faire progresser les droits, la justice et les actions concrètes en faveur des femmes. Dans notre ministère, sous le leadership de Madame le ministre, cet engagement se traduit clairement par le renforcement de la lutte pour les droits des femmes fonctionnaires. Réfléchir, se soutenir et agir pour promouvoir les droits des femmes, c'est l'essentiel à retenir de la communication qui a marqué cette célébration. Les discussions portant sur le thème « Renforcement de la lutte des droits des femmes » ont été conduites de main de maître par la procureure Edwige Fifamin à Clou. Cette pratique nous interpelle particulièrement en tant qu'institution en charge du travail et de la gestion de la fonction publique. Il nous engage à réfléchir, mais surtout à agir concrètement pour garantir un environnement professionnel plus équitable, inclusif et respectueux des droits de toutes et de tous. Riche en tableaux artistiques, l'événement s'est également distingué par un discours d'hommage et la remise de présents à la ministre de tutelle.
C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons donc la deuxième partie de cette émission par la revue hebdomadaire réalisée par Assomon Kanya-Siogbo. On se retrouve dans un instant avec notre invitée média. Elle est déjà confortablement installée. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Fraternité, dans sa parution de lundi, indiquait que l'ex-député Malik Goumina apprécie les 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Il lui rappelle que les transformations observées aujourd'hui sont le fruit d'efforts importants consentis par la population au cours de la dernière décennie. Dès son arrivée au pouvoir, Patrice Talon avait appelé les Béninois à serrer les ceintures, une orientation qui rompait avec certaines habitudes, mais qui, selon Malik Goumina, répondait à une vision claire. L'ex-député estime que ces choix ont permis de poser les bases d'un Bénin moderne engagé dans une dynamique de progrès. Pour lui, les résultats visibles aujourd'hui démontrent que les sacrifices demandés à la population n'ont pas été vains. Lorsqu'il a demandé au peuple de serrer les ceintures, ce n'était pas dans nos habitudes. Mais lui savait où il allait, il avait une vision et il a montré qu'il était un leader capable de conduire le pays vers des objectifs précis, a-t-il expliqué. Malik Goumina appelle les Béninois à se mobiliser massivement lors du scrutin prévu le 12 avril. Selon lui, cette participation sera une manière pour la population d'exprimer sa reconnaissance envers le président sortant. Le challenge de sa parution du lundi parlait de la candidature de Wadani qui fait sortir des dinosaures quand Matin Libre annonçait qu'Aboumé mise sur le duo Wada-Intalata. La nation expliquait la sensibilisation citoyenne en vue d'une participation conséquente à l'élection présidentielle d'avril 2026 avec en filigrane la mobilisation à la cause du duo Wada-Intalata. Tel est le défi que s'est donné la plateforme des mouvements et associations qui soutiennent ce ticket présidentiel. Aussi, dans une dynamique commune d'action, s'est-elle déployée le samedi dans le Mono, les collines, la Libori, la Takora et le plateau pour aller à la rencontre des populations fortement mobilisées. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, affichait le matinal, la mobilisation estudiantine prend de l'ampleur à travers tout le Bénin. Du sud au nord, des universités publiques et privées ont servi de cadre à une vaste campagne de sensibilisation citoyenne portée par des organisations estudiantines unies autour d'un objectif commun, encourager une participation massive des jeunes au scrutin et soutenir le duo Romuald Wadani, Mariam Chabitalata. Pour Fraternité, les étudiants de l'Université de Parakou ont pris part à une séance de sensibilisation axée sur les enjeux du scrutin et leurs responsabilités en tant que citoyens. L'activité s'est déroulée sur le campus universitaire en présence des autorités décanales, des responsables étudiants ainsi que de nombreux étudiants. La nation s'est intéressée de son côté à l'université d'Abomey-Calavi qui s'est transformée le temps d'une matinée en une véritable agora citoyenne où la jeunesse a été appelée à faire entendre sa voix et à peser de tout son poids dans l'élection présidentielle du 12 avril. À travers cette initiative, les responsables entendent faire des campus universitaires des espaces de mobilisation citoyenne, que chaque voix compte, ont-ils insisté, rappelant que le vote constitue un acte de responsabilité et d'engagement pour l'avenir du pays. Et dans la suite, Fraternité informait dans sa parution du jeudi qu'il était attendu par tous. Romuald Wadani sera le premier candidat à dévoiler son programme de société pour la gouvernance 2026-2033. La présentation du document de vision a lieu le samedi 21 mars
au Palais des Congrès de Cotonou, une occasion pour les acteurs politiques et l'opinion publique de découvrir les mesures concrètes qu'il entend mettre en œuvre en matière de développement économique, de gouvernance et de réformes structurelles. Romuald Wadagni, fidèle collaborateur du président sortant Patrice Talon, ministre depuis près de 10 ans et soutenu par les partis de la mouvance, se présente comme le candidat de la continuité. Il a été l'un des principaux artisans des réformes économiques qui ont permis au Bénin d'améliorer son classement auprès des institutions financières internationales et de maintenir une croissance soutenue. Et puis, le matinal rapportait que les membres du parti Les Démocrates ont pris acte de la démission de Boni Yayi, selon un communiqué officiel ayant sanctionné la session de la coordination nationale du parti tenue le vendredi 13 mars 2026. Selon le même communiqué, le parti a, conformément à ces tests, chargé le premier vice-président, Éric Houndété, d'assumer l'intérim en attendant la tenue du prochain Conseil national dont la date n'a pas encore été fixée. La cloche faisait observer que Éric Houndété reprend le flambeau pendant que le parti traverse une zone de turbulence. Va-t-il réussir à recoller les morceaux, dissiper les suspicions et asseoir la cohésion au sein du parti LD déchiré à l'interne par une guerre de leadership et de clivages politiques pour être confirmé au poste? La tâche lui sera ardue au regard des dissensions internes, déduit le journal. Pour Bénin Intelligent, longtemps considéré comme un parti d'opposition radicale au régime de la rupture, le parti Les Démocrates semble amorcer une évolution dans sa stratégie politique. Les récentes décisions issues de la session de sa coordination nationale laissent entrevoir une volonté d'ouverture au dialogue avec les autres forces politiques du pays. Pour la presse du jour, ce parti politique qui était crédité de 28% à la 9e législature de l'Assemblée nationale est devenu l'ombre de lui-même. Plusieurs de ses cadres ont déjà claqué la porte, dénonçant la manière dont le parti est géré. Et pour ne pas se faire harakiri, certains pensent déjà à changer de fusil d'épaule. Ils ont déjà annoncé clairement qu'ils seront actifs dans la campagne pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans les rangs ou hors des rangs, c'est la grande interrogation qui ravive l'incertitude du lendemain dans lequel s'installe lentement mais très sûrement le parti Les Démocrates. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. Elle est déjà confortablement installée, notre invitée média Rachida Toubio. Maman, bonjour. Bonjour, cher Ulrich. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver ici à tes côtés. Toujours un plaisir de recevoir ou de subir le verbe et la verve de Rachida Toubio, maman. Et je sais que vous avez suivi l'actualité. Vous le savez déjà, le candidat du pouvoir a dévoilé son programme. Plus loin, ensemble, dans un contexte de fin de mandat de Patrice Talon. Tout de suite, quelles sont vos toutes premières impressions lorsque vous l'avez suivi hier, comme des millions de Béninois d'ailleurs? Alors, j'ai suivi comme les Béninois le lancement du projet de société de Romuald Wadagni hier. Et permettez-moi d'entrer, de noter la métamorphose que j'ai constatée. Quand je remarque, quand j'observe le Romuald Wadagni d'il y a quelques semaines, investi au stade de Parakou, et qu'à côté de cela, je mets le Romuald Wadagni que j'ai vu hier au Palais des Congrès, je puis dire franchement qu'il y a une métamorphose totale. On a vu hier un homme, on a vu hier un homme sûr de lui. On a vu hier un homme qui incarnait la posture du chef. On a vu hier un homme charismatique.
loin de ce qu'on a vu il y a quelques semaines, quand il a été investi au stade de Parakou. On a vu un homme hésitant, malgré tout le talent qu'on lui connaît. On a vu un homme qui avançait, mais pas sûr de lui. Mais hier, franchement, il a incarné la posture du chef. On a constaté que un sérieux travail a été fait. L'homme, sans doute, a été coaché. Et j'ai envie de dire cet après-midi, bravo, parce que c'est un test réussi pour l'homme qui, franchement, avait la carrure, on va dire, présidentielle. Est-ce que vous avez vraiment vu le style? Vous avez fait attention au style. Oui, j'ai vu un style demi-saison. Un style demi-saison, seul sur scène et avec une marque de one-man show. Exactement. Et il a tenu le public en haleine sur pratiquement 45 minutes. Exactement. Un peu comme, voilà, son mentor, j'ai envie de dire. Un peu comme son mentor. Franchement, il était, j'ai envie de dire, époustouflant. Et rassurez-vous, ce n'est pas pour jeter des fleurs à l'homme. Nous ne sommes pas là pour ça, d'ailleurs. Mais quand c'est bon, il faut, voilà, on décrypte. Quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Hier, sérieusement, dans la posture, dans la présentation de son projet de société, l'homme a assuré. Et je dis, sans doute, c'est peut-être un bon départ. Mais là, c'est la forme, parce que c'est la forme, se présente comme le garant de la continuité. Dans quelle mesure son projet de société réussit-il à s'émanciper de la figure du président Patrice Talon, qui est son mentor, et pour se proposer une offre politique propre à lui? Alors, le président Talon, c'est le président Talon. Romuald Wadaï, c'est Romuald Wadaï. Même si on a du mal à dissocier les deux images. Oui, mais il n'empêche que c'est quand même deux personnalités différentes. Oui, c'est deux personnalités différentes. Et je pense hier, quand on l'a entendu aussi, on se rend compte que même si c'est dans une sorte de continuité, c'est quand même deux approches différentes. Le lancement du projet de société de Romuald Wadaï intervient dans un contexte, on va dire, particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Bénin affiche des performances rocambolesques. Le Bénin fait des prouesses et séduit déjà les Béninois, mais séduit aussi le reste du monde. Mais il n'y a que ce projet de société intervient dans un contexte encore marqué par une certaine population encore frustrée. Et c'est là que tout se joue. Et c'est là que je pense, moi, personnellement, que le projet de société de Romuald Wadaï a parlé à l'ensemble des Béninois. Pour continuer en parlant de la forme, je dirais que moi je l'ai trouvé, dans la présentation même du projet de société, j'ai trouvé le message tellement simple, j'ai trouvé le message tellement digeste, j'ai trouvé que le message parlait au Béninois lambda, à celui qui est cultivé, à celui qui n'est pas cultivé. Oui, franchement, c'était un français simple. Et là, franchement, c'était un bon coup. Il n'y a pas un seul Béninois qui va vous dire aujourd'hui qu'il a suivi ce message et qu'il n'a pas compris. C'était simple. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que j'ai moi le sentiment, quand je l'ai écouté hier, que ce projet de société a tenu compte quand même des cris de nos populations. Parce que vous avez dû vous rendre compte que à chaque fois, il parlait de l'extrême pauvreté. Ça veut dire que l'homme, en réalité, il n'est pas déconnecté de la réalité. Il sait ce que nous vivons. Il a dit quelque part que l'extrême pauvreté, ce n'est pas loin de nous, c'est juste à côté de nous. C'est juste à côté de nous. Donc, il connaît nos réalités. Il entend le cri de cœur des populations. Et c'est donc en entendant ce cri de cœur que ce projet de société a été façonné, a été concocté pour répondre aux attentes des populations. Sur le papier, en tout cas aujourd'hui, on peut dire que ce projet de société, il séduit. Mais entre le papier et la réalisation, il y a un grand fossé et je pense que c'est là qu'on attend le candidat Romuald Wadaï. Le futur président qui viendra. J'ai dit le candidat, oui, donc il n'est pas encore élu. Non, parce que là, quand nous sommes dans un projet, c'est le candidat, mais dans la réalisation, c'est le président qui viendra réaliser. Sauf donc, que je ne vous apprends rien, Ulrich. On dit les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient.
ce n'est pas pour dire que nous n'y croyons pas. Le projet, il est beau, il est ambitieux, il est structuré, il affiche une vision économique assumée. Certes, dans une certaine continuité, mais c'est un projet qui prône, on va dire, la stabilité, qui prône la modernisation et qui, franchement, s'il est mis en œuvre tel qu'il a été présenté hier, je suis certaine que les Béninois seront satisfaits. Ouais. Justement, dans le fond du projet, le candidat propose de diviser le pays en 6 pôles de développement. Selon vous, est-ce une réponse aux critiques sur la concentration des investissements dans le Sud? Vous l'avez certainement entendu, vous êtes journaliste, ou un simple redécoupage administratif? Non, je pense que c'est une sorte de décentralisation du développement. Si je peux le dire ainsi, c'est le développement basé sur les régions, d'accord? Et il a sans doute aussi entendu les critiques qui font état de ce que tout est concentré, on va dire, dans la partie sud du Bénin. Et donc forcément, en décidant de mettre en lumière les potentialités de chaque région, en misant, n'est-ce pas, sur un développement basé sur les régions, en révélant, je veux dire, les potentialités, les atouts des régions, forcément, je me dis, il a touché un point sensible. Il a touché un point sensible. Et c'est un message, je peux vous garantir, qui a été entendu à sa juste valeur. Moi, hier, j'étais quelque part où j'entendais des personnes opiner sur ce sujet. Et je puis vous dire que c'est des personnes très acerbes au pouvoir en place. C'est des personnes qui ont l'habitude de critiquer la mouvance. Mais je puis vous dire que déjà, quand on a parlé d'un développement basé sur les potentialités des territoires, il y en a qui se sont dit « enfin, on sera pris en compte. Enfin, il n'y a pas que Cotonou. Enfin, il n'y a pas que Ouida. Enfin, il n'y a pas que telle région. Enfin, nous comptons. » Et c'est là que je dis, Ulrich, que la justice régionale. Voilà, la justice régionale. Et c'est là que je dis si réellement ce projet de société est concrétisé, si entre-temps, bien entendu, le candidat Romuald Wadaï est élu, je peux vous garantir que les populations seront franchement satisfaites. Ouais. On sait qu'avec des promesses comme la retraite pour les paysans et les soins d'urgence rapides, le duo Wadaï-Talata semble vouloir humaniser le bilan économique. Est-ce une stratégie de séduction électorale? Parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, ou une mutation profonde du modèle de gouvernance? J'ai envie de dire une mutation profonde. D'accord. Parce que je l'ai dit à l'entame, talent c'est talent, Wadaï c'est Wadaï. Même si Wadaï a géré le portefeuille oui, exactement. de talent. Mais oui, il a été au cœur de toutes les réformes. Voilà. Il a été, c'est l'homme clé, on va dire, du pouvoir de la gouvernance talent. Sauf que quand on est chef, on est chef. Quand on est ministre, chacun dans son couloir. Celui qui porte aujourd'hui la vision du pays, c'est le président Patrice Talon. Et si le candidat Romuald Wadaï est élu, c'est lui qui portera pour les 7 prochaines années à venir la vision du pays. Ouais. Et donc, il a intérêt, lui aussi, d'une certaine manière, à se démarquer un peu de certaines critiques. Vous savez, le président Patrice Talon, lui, il a dit qu'il lui importe, lui, d'être impopulaire, pourvu que le pays avance. Pourvu que le Bénin soit sur une certaine orbite. Il lui importe d'être impopulaire. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas de Romuald Wadaï. Parce que quand vous suivez le projet de société qu'il a présenté hier, on sent un Romuald Wadaï plus ou moins empathique. On sent un Romuald Wadaï qui tient compte du ressenti, on va dire, des populations. Donc, quand il parle de la retraite, des paysans, forcément, ça trouve un écho favorable. On sait tout ce que les paysans ont vécu. On sait ce par quoi ils sont passés. Donc, quand un candidat vient et leur propose, n'est-ce pas, de structurer désormais les choses et de faire en sorte que le paysan, quand il gagne sur la durée, mais forcément, il est preneur. Quand le candidat Romuald Wadaï vient et il propose aux artistes un salaire, mais ma foi, je les ai entendus hier, beaucoup étaient contents, beaucoup étaient satisfaits, mais il faut savoir que désormais au Bénin, il y a des critères de rigueur, il y a des critères de sérieux. Et donc,
c'est pas tout le monde qui aura droit à ce salaire. Il y aura sans doute une sélection. On va miser et de toute sur... façon, il a bien précisé que ce sera de façon périodique. Voilà. Et on va miser aussi sur les artistes qui pourront davantage révéler le Bénin. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans ce monde aujourd'hui, n'importe qui se lève. Il y a pas mal de home studios aujourd'hui, n'importe qui se lève et devient artiste. Il suffit qu'on aligne 3 ou 4 mots, on dit on est artiste. Il suffit qu'on se tisse les cheveux, on dit on est artiste. Donc c'est aussi l'occasion en même temps. Des critères d'être artiste? Non. Pardon, j'ai pas compris. Ça fait aussi partie des critères? Bah écoutez, on n'empêche pas, on ne dit pas à un artiste de ne pas faire des rastas. On ne dit pas à un artiste de ne pas chanter, mais il faut chanter bien. Aujourd'hui, quand vous écoutez certaines chansons, vous vous dites, mais tiens, écoute, celui-là, il est vraiment artiste, vous savez de quoi je parle. On les reçoit chaque jour sur nos plateaux. Parfois, vous êtes même obligé de faire semblant de dire, ah, mais c'est bon! Parce qu'on se dit, mais vous recevez un artiste sur le... Vous allez dire quoi à un artiste qui vient et qui demande à faire sa promotion? Vous lui dites, je ne veux pas vous recevoir. Parfois, il vous trouve trop dur. Et c'est aussi de notre devoir de faire la promotion. La promotion, oui, mais des artistes qui ont du talent. Des artistes qui travaillent. Pas des artistes, je sais pas, pas des jeunes qui s'improvisent artistes alors qu'ils n'ont rien dans la voix. D'accord? Et quand vous écoutez vous-même la chanson, vous vous dites, le test, il n'y a rien dedans. Non, il est temps que dans cet univers-là aussi, on fasse la promotion de l'excellence. Le Bénin a de très bons artistes. Vous en connaissez, on en connaît, on en reçoit tous les jours, qui font la fierté du Bénin, ici et ailleurs. Très grands ambassadeurs du Bénin. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le monde des artistes, le monde culturel, que désormais, on pense à leur offrir un certain salaire. Quand on parle d'artistes, très souvent, nous ne voyons que les chanteurs, alors qu'ils sont très nombreux. Oui, c'est un univers assez... Voilà. Il y a les sculpteurs, ils sont très nombreux. Il y a toutes les gammes d'artistes, ceux-là qui font la promotion de l'œuvre. C'est pour ça qu'on parle souvent le monde de l'art. Voilà, c'est plus complet. C'est plus complet. Et maintenant, loin du monde de l'art, on sait aussi qu'il y a la diplomatie du voisinage. Ouadani a admis une certaine méfiance des pays voisins. Je sais qu'il fait allusion à certains pays proches. Et comment un technocrate des finances comme lui compte-t-il mener cette diplomatie de la réconciliation indispensable à notre économie de transit, comme quand vous vous souvenez du port qui est assez vital pour l'économie béninoise? Ce qui est sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, Ulrich, ce n'est qu'un projet de société. On aura le temps de voir comment tout cela va se mettre en œuvre. Mais je puis vous dire que ça fait partie aussi des points forts de ce projet de société. Cette ouverture que propose, je vais dire, le candidat Romuald Wadaï. Parce que, qu'on le veuille ou non, on n'a pas choisi d'être voisins. C'est la nature qui a voulu que nous soyons voisins. Et si vous ne vous entendez pas avec vos voisins, c'est que c'est mal barré pour vous. Vous avez fait, comme il a dit, vous avez beau faire des efforts, vous avez beau consentir un certain nombre de choses, vous déplacez les problèmes, vous ne les réglez pas. Alors, entrer dans une sorte de dialogue franc, où on échange, où on se regarde, où on se dit des vérités, où on est prêt aussi à faire des concessions, je pense que c'est la meilleure des approches. On a tellement de choses en commun, on a tellement de choses à partager avec nos voisins que... Il a bien précisé que quelque part, tous ces pays voisins ont quelque chose en commun, le problème de sécurité, le problème de santé, le problème de jeunesse. Donc effectivement, est-ce qu'on pourra véritablement faire ce mélange-là, faire en sorte que les pays se parlent de vive voix et de façon sincère? Mais je pense que depuis quelque temps, quand même, le Bénin fait preuve d'ouverture. Le Bénin fait assez preuve d'ouverture et il va falloir vraiment mettre en branle une diplomatie assez efficace. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en face, il y a une sorte d'opposition farouche. Ouais. C'est des attaques tous les jours. Le Bénin est invectivé tous les jours. Et donc, il va falloir franchement trouver le bon moyen pour que les États s'asseyent sur la même table, dialoguent, parlent. Parce qu'en réalité, ce qui nous divise est plus faible que ce qui devrait nous réunir. Voilà. Donc, il faut trouver le moyen, franchement, et je pense que si le candidat Romuald Wadaï en a parlé, c'est sans doute parce qu'il y a eu une sorte de prospection, c'est sans doute parce qu'il y a eu une sorte d'analyse via des experts pour voir comment est-ce qu'on met tout cela en œuvre. Nous, ici, sur ce plateau, on ne saurait dire que voilà, c'est de cette manière que le candidat Romuald
Romuald Wadaï va procéder pour que désormais, par exemple, avec le Niger, on revienne à de bons rapports. On ne saurait le dire. Mais toujours est-il que si le candidat en a parlé dans son projet de société, c'est parce que cela lui tient à cœur. Cela lui tient beaucoup à cœur. Et honnêtement, il faut le dire, en tant que citoyenne béninoise, ça a trop duré. Ça a trop duré. Il faut franchement trouver le moyen pour que nos peuples se parlent, parce que de part et d'autre, il y a des populations qui en souffrent. Absolument. Il y a des commerçants qui en souffrent. On sait aussi, nous allons maintenant parler de l'enjeu de la jeunesse, parce que Wadaï en a parlé plusieurs fois hier dans son speech. Le projet met l'accent sur l'innovation et la technologie face à une jeunesse en quête d'emploi immédiat. Ce pari sur le long terme est-il vraiment audible à l'électeur moyen de 2026 ? Oui, je pense que les jeunes ont entendu ce message, mais comme la plupart du temps, les jeunes sont sceptiques. Ils attendent de voir comment tout cela va se passer, de la promesse aux actions. Oui. Ils attendent de voir. Sinon, c'est un message. Et hier, vous avez dû le voir dans la salle. Des petits clins d'œil aux jeunes. Il y a comme un pacte désormais qui est noué entre Romuald Wadaï et les jeunes. Oui. De toute façon, c'est aussi un candidat jeune. Plus ou moins jeune. Ouais. C'est un candidat. Mais la jeunesse, c'est un état d'esprit aussi. Oui, c'est un état d'esprit, je suis d'accord. Mais mettre l'accent sur l'innovation, c'est un bon point, parce que l'innovation, c'est les jeunes qui le portent aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie offre tellement de possibilités à nos jeunes, avec l'intelligence artificielle, avec plein d'autres choses que aujourd'hui on ne peut pas faire sans. Et c'est une mine d'or en réalité que nous avons entre les mains. Si les jeunes sont bien orientés aujourd'hui, je pense qu'on pourrait peut-être pas en finir avec le chômage, mais chaque jeune saurait se prendre en charge, chaque jeune saurait s'auto-employer, chaque jeune saurait prendre son destin en main. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que nos jeunes ne sont pas bien orientés, Ulrich. Moi, j'ai plein, par exemple... Ils ont des problèmes de repères. Oui, de repères. Moi, j'ai plein de sœurs, plein de frères qui ont fait plein de filières, la sociologie et autres, mais qui aujourd'hui sont à la maison, qui aujourd'hui traînent. On a un réel problème. On a un réel problème à ce niveau. Et je pense que le choix fait par... le candidat, de miser sur l'innovation, de miser sur la technologie, est un choix, ma foi, qui va produire des fruits si, bien entendu, ce choix est transformé en politique vraiment solide. Voilà. Je veux bien dire que j'ai bu vos verbes et j'ai assimilé votre verve face à ce projet de société ambitieux. Nous attendons impatiemment. Alors, ce que propose le camp d'en face, pensez-vous que le duo candidat de l'opposition, Rompère, Rwano, fera une meilleure proposition de projet de société ? Ça, je ne saurais le dire, mais je suis sûr que depuis hier, ils savent qu'il y a du lourd en face aussi. Ils savent qu'il y a du lot, ils savent que les populations, les citoyens béninois les attendent sur pas mal de choses. C'est vrai que le candidat Rompoué, on ne le sent pas trop sur le terrain, on ne le voit pas trop, et nous, les hommes des médias, nous sommes les premiers à nous en plaindre. Effectivement. Il y a comme une chasse même à l'homme pour pouvoir... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie politique ? Ça peut aussi répondre à une stratégie politique. En communication politique, quand on se fait aussi rare, c'est pas bien. Oui, c'est vrai que trop communiquer peut tuer la communication, et ne pas trop encore faut-il déjà avoir la petite communication. Peut aussi poser encore un problème. Peut-être qu'ils sont en train de tester chercher le juste milieu de leur style de communication. Attendons encore de voir. On attend de voir ce qui est sûr. La campagne, c'est dans quelques jours. C'est pour le 27 mars, je pense. Et dans la semaine, on verra si on aura le projet de société du camp d'en face. Ouais. On attend. Paul Rompoué, il sait que son projet de société, un peu comme celui de Romuald Rompoué, doit tenir compte des réalités. Il doit proposer vraiment des solutions concrètes aux populations. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend de nos hommes politiques. Ouais. Il y en a marre un peu des discours creux,
Il y en a marre un peu des promesses qu'on ne tient pas. Il est temps aujourd'hui, un peu comme ce Bénin qui se transforme sous nos yeux, il est temps aussi que nos candidats portent vraiment des projets de société, des discours responsables, crédibles, des discours qui tiennent vraiment compte, voilà, réalisables surtout, et qui tiennent compte des profondes aspirations de nos populations. Ce qui est sûr, nous les médias, on attend, et voilà, ce sera scruté de très près. Je m'apprêtais à vous demander est-ce que les aspects que vous auriez aimé avoir dans le projet de société du haut candidat de l'opposition, mais bon, je vous fais grâce de tout ceci, puisque nous sommes... C'est vrai que hier, quand je suivais un peu le direct sur Facebook, j'ai fait un petit exercice, j'ai essayé un peu, je lisais les commentaires, et je voyais les populations opiner, il y a des attentes. Vous savez, un projet de société, c'est vrai que c'est la proposition, on va dire, c'est la boussole, n'est-ce pas, d'un candidat, mais il ne contient pas tout, en réalité, parce qu'il y a des déclinaisons, voilà, il y a pas mal de choses qui seront déclinées après. La mise en pratique, voilà, il y a toujours d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Exactement. J'ai entendu notamment certains dire que le projet de société du candidat, Romuald Wadaï, n'a pas assez parlé du monde éducatif, parce qu'on a des enseignants qui ont des attentes légitimes, les AME notamment. Il n'y a qu'aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui ne répond pas à l'adéquation formation et employabilité. Il n'y a qu'aujourd'hui, les gens attendent vraiment une profonde mutation au niveau de notre système éducatif, et beaucoup ont reproché cela au projet de société. Parce que hier, il a juste décliné les grands axes. Voilà, c'est ce que je dis, c'est les grands axes. Il a parlé juste de l'éducation, il a parlé de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, mais dans les déclinaisons, il y a beaucoup d'autres aspects. Exactement. Maintenant, nous allons demander à tous ces Béninois d'aller également consulter, de prendre l'intégralité de le lire, projet de société pour le lire, parce qu'il y a des aspects qui n'a pas développé oralement et qui y sont véritablement. Donc, à chacun de nous de s'informer et de vulgariser aussi, justement. Et je pense que c'est ce qui va se passer pendant la période de campagne. Mais voilà. Bon, ça, on le réserve certainement aux militants du candidat. Absolument, mais nous allons décrypter, parce que c'est notre devoir de décrypter. Nous allons à présent passer au deuxième sujet de cette émission. Nous sommes dans le mois de mars. Les femmes sont à l'honneur. Le 8 mars 2026 a été célébré sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes ». Le Bénin a multiplié les réformes législatives ces dernières années. De façon concrète, le Bénin dispose d'un arsenal juridique impressionnant. Nous le savons tous, l'INF, les lois sur les VBG, il y a plusieurs tests de loi qui sont qui sont actuellement là. Mais pourtant, sur le terrain, les violences économiques et sociales persistent. Qu'est-ce qui bloque encore le passage du test à la réalité quotidienne des Béninoises ? Je vais commencer en disant que dans ce domaine-là, le Bénin a fait quand même de gros efforts. Ouais. Le Bénin a fait de gros efforts, il faut l'avouer. Il y a pas mal de lois aujourd'hui sur les violences. Il y a pas mal de lois qui protègent les femmes. Les femmes et les filles, exactement. Et il y a surtout l'INF qui fait aujourd'hui un travail formidable. L'INF qui a à sa tête une dame, franchement, qui incarne, on va dire, le leadership féminin par excellence. Et je voudrais aujourd'hui, ce matin, reconnaître le mérite de cette femme. Maître Huguette Nyakadia. Elle mérite franchement d'être à la tête de cet institut, tant elle porte avec brio, on va dire, le combat pour une meilleure, en tout cas, promotion ou si on veut aussi un meilleur épanouissement de la femme. Alors, pourquoi est-ce que, malgré les efforts que nous faisons, malgré l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça persiste, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que, malgré cela, on enregistre chaque jour que Dieu fait des violences? Je peux dire que c'est peut-être aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a l'arsenal juridique, mais les mentalités aussi ne suivent pas encore. Au niveau des mentalités, elles restent encore rétrogrades. Parce que les violences, en réalité, c'est que les hommes pensent toujours que
les femmes n'ont toujours pas leur mot à dire. Les hommes pensent toujours que les femmes sont... Je ne sais pas, on continue encore de chosifier, on continue encore de banaliser, n'est-ce pas, la femme. Vous êtes un homme, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. J'ai jamais dit ça, moi. Mais c'est un constat. C'est un constat qu'on fait. Il n'y a qu'aujourd'hui, les mentalités ne suivent pas encore, malgré les efforts qui sont faits, malgré les messages de sensibilisation sur la masculinité positive qui doit en réalité opérer ce changement. Ce n'est pas encore le cas. Et il y a encore la société qui demeure dans le jugement permanent. Quand une femme est victime de violence et qu'elle ose aller se plaindre et qu'elle ose aller devant qui de droit, devant la justice, elle est encore stigmatisée. Non seulement par la société, mais aussi par la famille. Donc franchement, aujourd'hui, je pense que c'est un travail collectif, voilà, que nous devons faire pour que, à côté, n'est-ce pas, de l'arsenal juridique aujourd'hui qui renforce la lutte contre les violences faites aux femmes, à côté de cet arsenal juridique, franchement, qui ait une certaine portée générale, qui fasse que la femme, quand elle décide de briser le silence, quand elle décide de dire aujourd'hui, j'en peux plus, aujourd'hui, je vais parler à qui de droit, que cette femme-là se sente en sécurité. Voilà. Ouais. On sait, quand vous parlez de la femme, on ne voit pas que le volet violence, parce que on sait qu'il y a aussi de la représentativité politique. Et vous le savez, Mariam Chavitalata, la vice-présidente du Bénin, est à nouveau colistière. Mais derrière cette vitrine au sommet de l'État, est-ce que la base politique féminine a réellement gagné en influence, d'ailleurs, par rapport aux dernières élections? Si on prend les chiffres des dernières élections, excusez-moi de le dire, c'est la catastrophe. Enfin, on n'a pas évolué. On n'a pas évolué de 29 députés à la législature passée, on est passé à 28. Ouais. Au niveau de nos conseils, je pense qu'il doit y avoir 4 femmes. Oui, 4 femmes mères. Et quand on va au niveau des postes un peu subsidiaires, on se rend compte que ça n'a pas réellement bougé. Ça n'a pas réellement bougé. Et pourtant, l'État fait ce qu'il y a à faire en instaurant, on va dire, une sorte de discrimination positive qui est venue aujourd'hui corriger, on va dire, cette injustice vieille de plusieurs siècles, j'ai envie de dire. Avec l'instauration des quotas, normalement, on ne devrait plus être on ne devrait plus avoir ce chiffre. Mais il n'y a que les hommes politiques, excusez-moi de le dire aujourd'hui, à chaque fois qu'on leur oppose quelque chose, ils trouvent toujours le moyen de contourner ça. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que on a le sentiment que le quota est devenu un peu comme un plafond de verre difficile à briser. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Parce que moi, en tant que journaliste, j'ai interrogé pas mal d'hommes politiques. C'est vrai que, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il n'y a pas de volonté politique. Mais quand vous interrogez les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, il y a la volonté politique. Ce sont les femmes qui ne s'engagent pas assez. Elles ne sont pas assez militantes. Et même quand on veut formuler, quand on veut déconstruire, quand on veut faire les listes, on ne trouve pas assez de femmes engagées. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, il y a vraiment des femmes. Il y a des femmes qui sont engagées, mais malheureusement, elles n'ont pas le pouvoir financier. Parce que la politique aussi, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que la politique, c'est les moyens. Mais il y a aussi des femmes qui ont des moyens quand même. Non, mais quand vous prenez, combien de femmes ont des moyens? Quand vous prenez les femmes et vous mettez à côté les hommes, combien de femmes ont des moyens, Ulrich? Il n'y en a pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup plus la promotion du parti et non la promotion des personnes. Donc, a priori, normalement, ces femmes ne devraient pas s'inquiéter du fait qu'elles n'ont pas les moyens, mais leur militantisme devrait suffire. Oui, mais sauf que la réalité sur le terrain, c'est que le militantisme ne suffit pas. Le militantisme ne suffit pas. Parfois, même à compétence égale, on préfère prendre l'homme. Parfois, à compétence égale, à militantisme, si vous voulez, et égal, on préfère prendre l'homme. Moi, je pense très honnêtement que
il faut que les hommes politiques, franchement, nos responsables politiques en fassent un peu plus. Il faut qu'ils en fassent un peu plus. On ne me dira pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes qui militent. Il y en a et de plus en plus. Parce que le message qu'on porte à l'endroit des femmes, il passe ce message. Aujourd'hui, quand vous allez même dans les collèges, quand vous allez même dans les écoles, vous vous rendez compte que les femmes, les jeunes filles excellent. Et même dans la plupart des classes, vous les verrez première, deuxième, vous les verrez en pole position. Mais il faut que les hommes politiques portent, franchement, davantage ce message. Le président de la République a fait bien en instaurant le quota, mais il faut aller au-delà. Vous vous imaginez, quand vous faites le calcul aujourd'hui, si il n'y avait pas le quota, sur les 109 députés, on aurait eu 4 femmes à l'Assemblée nationale. S'il n'y avait pas eu le quota, on aurait eu 4 femmes. Parce que quand vous faites les 28 femmes députées, quand vous enlevez les 24 sièges exclusivement réservés aux hommes, aux femmes, il vous reste combien de sièges? Il en reste 4. Mais en même temps qu'on a décrié la politique des politiques, je me répète, en même temps qu'on l'a décrié, il faut aussi appeler les femmes à militer davantage. Il faut aussi appeler, il faut appeler les femmes à militer davantage. Il faut appeler les femmes à militer davantage. Il faut aller sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de prendre part aux réunions politiques pour dire qu'on milite. Non. Le parti politique, avant tout, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner. C'est ça. Le parti politique, en réalité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des femmes qui amènent, qui suscitent l'adhésion. Le parti politique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que quand il positionne une femme, cette femme remporte la victoire. Merci à vous, Rachida Toubiamama. Votre message aura été entendu par les hommes politiques, parce que vous avez insisté sur les hommes politiques. Il faut qu'ils fassent un peu plus. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup, Ulrich. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement observer une pause publicitaire avant de revenir sur ce plateau et on se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous.
Notre invité de la semaine répond au nom de Pater Silas Gbebode. Il est le coordonnateur national de la plateforme ANTC, entendez, aspirant négocier à cause. Il est aussi le porte-parole du FARAM Bénin, Front d'action pour le reversement des aspirants au métier d'enseignement du Bénin, une fédération pilotée par la CSTB et la COSI Bénin dans le cadre de la lutte pour le reversement des AME. Pater Silas Gbebode, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est un plaisir de vous recevoir. Votre position à la confluence de l'ANTC et du FARAM Bénin fait de vous un interlocuteur central pour comprendre les enjeux de la précarité enseignante à l'aube de 2026. Nous savons que le candidat Romuald Ouadani affirme que le Bénin a trouvé son chemin du développement. Pourtant, vous représentez des milliers d'enseignants, les AME, je veux dire, qui se considèrent encore comme les oubliés de ce développement. Quel est le sentiment dominant dans vos rangs en ce mois de mars 2026? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. Très content d'être dans vos locaux. Le Bénin a trouvé le chemin du développement. Le candidat Romuald Ouadani, sans doute, dit vrai. Mais les enseignants aspirants que nous sommes, que nous représentons, ne constatons pas encore la véracité de ce qu'a déclaré le candidat. Mais tout n'est pas sobre quand même. Évidemment, mais eu égard aux réalités que vivent les enseignants dans les écoles aujourd'hui, surtout les aspirants, nous ne pouvons pas tout de suite affirmer que c'est vrai ce que le candidat Romuald Ouadani a dit. Mais toutefois, il y a eu des avancées, surtout en matière dans le projet de l'aspiranda. Parlant de nos sentiments, il faut dire que c'est complètement le découragement. Les collègues sont démotivés parce que depuis 7 ans, nous l'avons espéré en vain, le reversement qui a été promis, qui devrait commencer après la troisième, c'est que 3 ans après la première année, c'est-à-dire à partir de 2022, le reversement devait commencer. Nous sommes restés à l'état de promesse jusqu'à la 7e année scolaire dans laquelle nous sommes. C'est un découragement. Et bizarrement, nous sommes en train d'aller vers la fin du régime qui a initié l'aspiranda pour pouvoir pallier au manque d'enseignants dans les écoles écolaires du Bénin. Ouais. On sait que le gouvernement a récemment évoqué un reversement différé ou basé sur des critères d'âge et d'ancienneté pour le FARAM Bénin. Ces conditions sont-elles des avancées ou des mesures de diversion à la veille de l'élection majeure? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, normalement, cette question, elle est révolue. La question concernant les critères d'âge et d'ancienneté, cette question est révolue. D'abord parce que, au début de ce projet de l'aspiranda, le gouvernement nous avait promis qu'après 3 ans d'expérience, c'est que après 3 ans de préinsertion, on devait être reversé. Et là, nous sommes dans la 7e année. Ce qui veut dire que nous devons considérer le nombre d'AME qui a déjà fait au moins 3 ans. C'est qu'il y en a tellement que s'il faut encore parler de critères d'âge ou de critères d'ancienneté, je pense qu'il y a beaucoup qui seront laissés sur le carreau. Secondo, on ne change pas la règle du jeu au cours du jeu. Le gouvernement même a dit que c'est après 3 ans d'expérience. Je pense que si aujourd'hui le gouvernement doit acter le reversement, ce reversement doit prendre en compte tous les AME qui ont déjà fait au moins 3 ans dans les écoles écolaires du Bénin. Ouais. On sent aussi que le candidat Romuald Ouadani place le capital humain, à savoir le sport, la santé, l'éducation, au cœur de son programme 2026-2033. Comment accueillez-vous cette promesse alors que le statut d'agent contractuel de droit public de l'État à CDPE vous est encore refusé pour la grande majorité? Vous savez, c'est une très bonne nouvelle. D'apprendre que d'ici à là, le quotidien des Béninois sera amélioré à travers toutes ces initiatives-là. C'est une très bonne nouvelle. Mais les enseignants AME ne pourront pas bénéficier de tout cela si le statut ne change pas. Il faut impérativement que le statut change. Il faut impérativement que le statut change. Parce que c'est le statut qui donne beaucoup d'opportunités aux AME. Actuellement, la forme du contrat limite les avantages que l'enseignant AME peut avoir quand même pour se mettre dans des conditions qu'il faut pour pouvoir mieux s'occuper de son travail. Donc je pense que si le contrat, si le statut n'est pas amélioré, on aurait beau faire des efforts, mais ça ne va pas impacter le quotidien des AME. Donc, impérativement, il faut que le reversement là intervienne pour que quand le candidat, le futur président Romuald Ouadani va le faire, que quand même ça puisse vraiment impacter le quotidien des AME pour le bonheur de l'école béninoise.
Oui. Vous avez suivi, tout comme beaucoup de Béninois hier, dans le projet de société du candidat Romuald Wadagni, il a été prévu, du moins où il a été annoncé, une prévoyance retraite pour les paysans. En tant que porte-parole, ne trouvez-vous pas paradoxal que l'on planifie la retraite des agriculteurs, même s'ils sont très importants, il faut le préciser, alors que celle des enseignants aspirants reste juridiquement encore floue? Vous savez, heureusement que vous avez soulevé le paradoxe. C'est comme, quand on regarde, c'est comme si le secteur éducatif est légué au second rang. C'est comme si le secteur éducatif n'est pas une priorité. On n'a jamais dit que ce n'est pas une priorité, parce qu'il y a eu des améliorations quand même à un moment donné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, des choses ont changé entre-temps? Je vais commencer par le dire tout à l'heure. Les choses ont changé. Oui. Et après plusieurs années de revendications, il y a eu des améliorations. On a quitté 9 mois pour 12 mois, tout ce qu'on a eu comme avantage. Donc, quelque part, c'est quand même une priorité quand même. Ah, vous savez, de façon formelle, il n'y a pas aujourd'hui... le système de l'aspiranat ne régit pas un test formel, pour le dire. C'est pas qu'il n'y a pas ce mode d'emploi-là au Bénin, soit agent de l'État, contractuel permanent de l'État, qui permet de recruter comme on recrute les AME aujourd'hui. Autant j'ai dit, pour les concours d'entrée, bon, dans la fonction publique en tant qu'enseignant, c'était une composition d'une seule journée. Je prends les AME aujourd'hui, surtout pour la première promotion, c'est au moins 2 journées de composition, donc 4 épreuves. Mais la fin, c'est que les AME ne jouissent pas des mêmes avantages que les autres agents de l'État. Alors, à partir de ce moment-là, nous trouvons que, sans doute, le secteur éducatif n'est pas une priorité. Parce que là, si vous regardez la manière de recruter dans les autres domaines, par exemple, avant de revenir au secteur de l'agriculture, bien sûr, ce qui concerne les paysans, si vous regardez la manière de recruter dans les autres secteurs, il n'y a pas de l'aspiranat. C'est uniquement dans le secteur de l'éducation. Et quand c'est les autres secteurs, on recrute directement dans la fonction publique. Donc, à partir de ce moment, nous disons que, bon, peut-être que le secteur éducatif est légué au second rang. Ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Ouais. Alors, pour revenir à la question des paysans, que les paysans aient désormais de retraite, vous savez, tous les citoyens, autant que nous sommes nécessaires, sommes utiles pour le pays. Donc, je pense que dans le même temps que le gouvernement est en train de penser aux paysans, qu'il pense également aux enseignants et en l'occurrence aux aspirants pour quand même mettre tout le monde dans les conditions qu'il faut pour que vraiment la prospérité soit partagée. Oui. On sait que le candidat appelle à une phase de dialogue pour stabiliser les acquis des 10 dernières années. Êtes-vous prêt à négocier de nouveaux compromis? Merci. La seule chose que les AME réclament aujourd'hui, c'est le reversement. Ben après le reversement, certainement que vous aurez encore d'autres revendications, certainement. Oui, l'urgence, c'est d'abord le reversement. Et si le reversement, parce que comme nous l'a promis le candidat, heureusement qu'il est ministre d'État chargé de l'économie et des finances du gouvernement sortant, donc il maîtrise bien le dossier des AME. D'ailleurs, il a facilité les derniers avantages que nous avons reçus le 18 février et mars 2024. Donc, étant donné que lui-même connaît déjà la réalité, il connaît déjà le dossier, je pense que la première des choses serait d'abord le reversement. Et une fois le reversement maintenant, si il y aura on ne va pas accepter sans doute de compromis si ce serait encore pour accorder des avantages. Je pense que, en tout cas, nous savons que le gouvernement ne fera pas ça. Nous savons que le président Romuald Wadagni, dès la prise de son pouvoir, parmi les premières décisions qu'il va prendre, les AME, nous avons foi, parmi les premières décisions qu'il va prendre, ce serait le reversement des AME. Et ce serait à son actif, ce serait pour le bonheur de l'école béninoise. Oui, j'aime bien votre enthousiasme. Alors, si vous aviez aujourd'hui tout de suite le candidat Romuald Wadagni en face de vous, quelle garantie lui demanderiez-vous d'intégrer à son projet de société pour rassurer les 30 000 aspirants qui tiennent encore l'école à bout de bras? Oui. S'il était devant nous aujourd'hui, c'est comme j'ai commencé par le dire tout à l'heure, il nous l'a promis déjà une fois. Donc, est-ce qu'il y a de garantie? La seule garantie, c'est d'acter le reversement. Et puis là, on va l'applaudir, ce serait à son actif. Donc, si aujourd'hui, il était devant nous, c'est ce qu'on va lui demander. D'accord. Un message à tous vos collègues qui vous suivent en ce moment. Merci beaucoup. D'abord, je vais lancer un premier appel au gouvernement. Je vous en prie. Nous prions le chef de l'État, surtout le président Patrice Talon qui est en train de finir, et qui a initié le projet de l'aspiranat, qui fait partie des nombreuses réformes qui ont été opérées dans le secteur de l'éducation durant
10 dernières années et qui vraiment a permis à l'éducation béninoise quand même de venir à un niveau où ce n'était pas, de bien vouloir jeter un regard favorable envers les AME qui ont contribué à ces résultats que nous avons eus aux derniers examens de fin d'année, parce que l'aspirant est dans sa 7e année d'expérience. Et si nous considérons un élève qui a commencé la classe de 6e, il y a 7 ans, c'est que l'année scolaire qui vient de s'acheminer, nous sommes dans une nouvelle année, il a passé le baccalauréat. Donc, sans doute, c'est déjà le résultat de ce que le système de l'aspirant a donné pour l'école béninoise. Aux camarades AME, je vais demander de continuer à servir dans les écoles comme ce qui se fait déjà, et de le faire avec dévouement. Sans doute, d'ici à là, le gouvernement va quand même jeter un regard favorable envers nous. Et une dernière préoccupation qui vraiment nous tient un peu à cœur, c'est une doléance. Nous avons, le mercredi passé, reçu une nouvelle qui vraiment nous a beaucoup frappé. Il s'agit de l'un de nos collègues qui a été arrêté pour des raisons dans le cadre de nos luttes. Il s'agit du camarade Bonaventure Rounou qui a été arrêté très tôt dans la matinée du mercredi dans sa maison à Ouamé et qui est gardé jusqu'à la date d'aujourd'hui par les éléments de la police républicaine, sans nous mettre à la place de la justice ou bien sans quand même vouloir influencer la décision de la justice. Nous voulons prier les autorités de quand même jeter un regard favorable à son endroit pour que quand même ils puissent rejoindre ses élèves, parce que depuis que le collègue a été arrêté, comprenez que ces élèves sont en manque d'enseignants. Donc ces élèves sont désormais sans enseignants. Si le gouvernement et les autorités peuvent quand même jeter un regard favorable pour que d'ici à là, le collègue nous rejoigne, que le collègue rejoigne ses apprenants pour leur bonheur. Merci. Merci à vous et bon courage pour la suite. Merci. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, sinon dans quelques secondes, nous parlerons de poésie philosophique dans cette émission avec Dr Luc Magloa-Oké. Il est cardiologue, physiologue. C'est d'ailleurs le premier cardiologue à réussir une intervention chirurgicale sur le cœur au laser à Washington, D.C. Il est cardiologue interventionnel spécialisé en électrophysiologie. Mais aujourd'hui, nous allons vous le présenter sous l'une de ses autres facettes. Il est aussi écrivain, poète. Un homme dont la plume est aussi effilée qu'un bistouri et dont les mots coulent avec la précision d'un diagnostic à travers ses œuvres comme Quand le soleil éclaire à la nuit ou Trilogie, pour ne citer que ces deux-là. Sa poésie n'est pas qu'une simple distraction, c'est une philosophie de l'existence, une quête de sens gravé dans le filigrane de chaque interligne. Nous allons le recevoir dans un instant. Tout de suite d'abord, la publicité. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Podito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est Bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler Bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse. Et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Avec Canal+, c'est royal.
Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Mesdames et messieurs, on le connaît pour sa maîtrise du rythme, non pas celui des vers, mais celui plus vital encore du muscle cardiaque. Pionnier à Washington, il est celui qui a dompté le laser pour réparer les cœurs là où la main de l'homme semblait autrefois hésitante. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, nous n'allons pas parler de tension artérielle, non, nous ne parlerons pas non plus d'électrophysiologie. Aujourd'hui, nous recevons l'homme qui, après avoir recousu des chairs, vient poncer les âmes. Un homme dont la plume est aussi effilée qu'un bistouri et dont les mots coulent avec la précision d'un diagnostic. À travers des œuvres comme « Quand le soleil éclaire à la nuit » ou « Trilogie », il nous prouve que la lumière peut jaillir de l'obscurité la plus profonde. Sa poésie n'est pas qu'une simple distraction, c'est une philosophie de l'existence, une quête de sens gravée dans le filigrane de chaque interligne. Et entre la science et la métaphore, il dessine une passerelle où la rigueur du savant rencontre la sensibilité du poète. C'est un immense honneur de recevoir sous sa casquette d'écrivain le docteur Luc Magloire-Oké, que nous allons découvrir à travers un extrait de ses poèmes déclamés ici par une comédienne béninoise. J'ai abandonné la langue de ma mère. J'ai parlé la langue de quelqu'un d'autre. Mon grand avenir se fait toujours attendre. Abandonne ton nom et prends ce nouveau. Tu auras une nouvelle vie, m'a-t-on dit. J'ai pris un nouveau nom. J'ai abandonné le mien. J'ai abandonné un nom qui racontait mon histoire. J'ai abandonné un nom qui racontait mon héritage. J'ai abandonné un nom qui racontait mon destin pour le nom de quelqu'un d'autre. Enlève tes vêtements et porte ces nouveaux. Les tiens ne sont pas convenables, m'a-t-on dit. Et j'ai enlevé mes vêtements. Et j'ai porté les vêtements de quelqu'un d'autre. Et peut-être que je paraissais mieux. Qui suis-je maintenant? Une âme perdue dans un no man's land, cherchant un chemin de retour à la maison. Je retournerai à la maison. Je retournerai à la maison et je réclamerai mon héritage. Je retournerai à la maison et je retrouverai ma force. Je retournerai à la maison et je retrouverai ma fierté.
Je retournerai à la maison et me reconstruire. Je retournerai à la maison et je retrouverai ma dignité. Je retournerai à la maison. Je retournerai à la maison, c'est justement par ces mots que nous recevons Dr Luc Magloire-Oké. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ulrich, c'est un plaisir, toujours un plaisir de venir. C'est encore plus pour moi un gros plaisir parce que recevoir un cardiologue qui se met maintenant sous la couverture de la plume, je me dis, qu'est-ce qui pousse un cardiologue interventionnel comme vous, habitué à la froideur technologique du laser et des blocs opératoires de Washington, à se réfugier dans la douceur malléable des mots. Là, comme quelqu'un dit, je retournerai chez moi. Oui, ça c'est une très très bonne question. Mais ce que nous oublions, c'est que nous sommes tous des poètes. Tous, hein? Tous. Il suffit d'un élément pour déclencher cette valeur qui est intrinsèque en nous. Et en tant qu'Africains, nous sommes encore plus des poètes. Nous pensons souvent que la poésie nous a été amenée de l'extérieur, de l'Europe, avec Victor Hugo ou Alphonse de Lamartine. Mais en fait, la poésie fait partie de notre culture. Ah oui. Oui. Quand vous écoutez par exemple les griots, ils font une poésie exceptionnelle. Une poésie qui est musicale et qui est ancestrale. Oui. OK? Et quand vous écoutez nos grands-mères à la maison, dans nos familles, chanter les panégyriques de nos familles, c'est de la poésie. Ce qu'on appelle communément les accords. Exactement. Ouais. C'est de la poésie profonde. Donc, à un certain moment de ma vie, cette valeur intrinsèque s'est révélée depuis peut-être une quinzaine d'années. Et depuis ce moment, je n'arrête pas d'écrire. Ouais. Donc, voilà. Dans votre métier, le cœur est une pompe, un moteur électrique complexe. Mais dans vos livres, il redevient le siège des sentiments. Comment gérez-vous, je vais utiliser le jargon médical, comment gérez-vous cette schizophrénie créatrice au quotidien? Oui, c'est pas facile, mais chaque chose a son temps. Il y a le temps pour faire des interventions difficiles, concentrées, et des temps pour se détendre et redevenir ce qu'on est à l'origine, un homme sensible. Donc c'est souvent ce qui se passe. Souvent, mes inspirations les plus profondes viennent souvent dans des périodes de calme, parfois la nuit. D'accord. Parfois la nuit, et puis souvent la nuit. Donc on peut faire les deux choses à la fois. Ouais. On sait que votre ouvrage, Quand le soleil éclaira la nuit, d'ailleurs que beaucoup de Béninois connaissent, suggère une forme d'espoir paradoxal. Est-ce là votre définition de la résilience humaine, vous qui voyez chaque jour la fragilité de la vie? Oui, tout à fait. En fait, le titre dit tout. Hein? Dans les moments difficiles, dans les moments de ténèbres, l'espoir est toujours permis. D'accord. OK? Et ce titre, il est un peu métaphorique. Et je l'ai mis là parce que les inspirations qui me sont venues à un certain moment sont arrivées durant une période de difficultés extrêmes. D'accord. Donc voilà l'origine du titre. Oui. On dit de votre poésie qu'elle est chirurgicale par sa justesse. Est-ce que vous opérez vos tests en enlevant l'inutile pour ne garder que l'essence de l'idée? Oui, si vous voyez, en fait, j'écris d'abord en anglais. Et puis après, on les traduit directement en anglais? Directement en anglais. D'accord. Et après, ils sont traduits en français. Donc l'anglais, c'est une langue qui a cet aspect d'être vraiment précis. Donc les mots inutiles ne sont pas souvent utilisés. Donc on va directement au but. Et le pouvoir du mot est vraiment exprimé. Donc ça, c'est ma méthode. J'écris d'abord en anglais et après, je les transforme en français, ce qui est paradoxal. J'ai parcouru un de vos livres, Finding Light in Philadelphia, et il y a juste un petit poème qui a attiré beaucoup plus mon attention, et pli. Okay. Tell me what to do, and I will say. Teach me what to do, and I will learn. Show me what is there, and I will see. Give me what I need, and I will grow. Guide me on this road, and I will go. Teach me, tell me,
Show Me and I Will Go No Longer Wonder. Ouais. Un tout petit poème, mais j'ai l'impression qu'on sent une profonde quête de sagesse entre vos lignes. Quelle est la vérité que vous poursuivez avec votre plume et que la médecine ne vous a pas encore révélée? Oui, donc c'est un poème vraiment particulier. Il a peut-être une trentaine de mots, mais il a pris peut-être une dizaine d'années pour écrire. Une dizaine d'années. Et ce qui est encore plus particulier dans ce poème, c'est que je l'ai écrit à l'envers, c'est-à-dire la dernière phrase vient avant l'avant-dernière, ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez, tous les poèmes, ils ont une personnalité, ils ont une vie, ils ont un avenir, voilà. Donc celui-là en particulier, je l'ai écrit à un certain moment où il fallait connecter avec un être supérieur, ok? Un être supérieur qui va m'aider à me sortir d'une situation très très délicate. Donc je m'adressais à cette personne ou à cette entité qui est, si vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler l'être suprême, vous pouvez l'appeler votre maître, et je lui exprimais mes besoins. D'accord. Et puis, je lui faisais des quêtes pour qu'il me guide. D'accord. Donc ce petit poème, donc, au lieu de le lire du haut vers le bas, comme on le fait d'habitude, ça veut dire qu'on doit lire du bas vers le haut? Non, il faut le lire du haut vers le bas, mais il a été écrit du bas vers le haut. Voilà, l'ingéniosité du poète, vous l'avez constaté. Docteur Luc, bien que vous ayez brillé à l'international, quelle part de vos racines béninoises irrigue votre imaginaire poétique? Mais vous savez, tout part de ma racine. D'accord. J'ai voyagé à travers le monde, mais j'ai voyagé avec mes racines. J'ai traversé le monde, je suis passé par l'Europe, je suis maintenant en Amérique, mais j'ai toujours voyagé avec mes racines. D'accord. Je suis en Amérique, mais je suis au Bénin en Amérique. Je suis au Bénin en Amérique. Là, ça fait encore de la poésie, là. Tout à fait. Je suis au Bénin en Amérique. Je suis au Bénin en Amérique. Et partout où je vais avec mes racines. D'accord. Je n'ai pas été déraciné. Ma tête n'a pas été coupée. Mes racines sont toujours dans le sol africain, et béninois en particulier. Et c'est ça qui me nourrit. Oui. Est-ce que c'est pour cela que dans votre premier poème déclamé par Eliane Chagas, que nous avons vu juste après mon introduction, là où elle dit par exemple « J'ai abandonné un nom qui racontait mon histoire ». Et à la fin, elle dit « Je reviendrai, je repars chez moi, je reviens chez moi ». Oui. Est-ce que vous êtes en train de faire ressortir l'acculturation ou quel autre aspect vous êtes en train de faire ressortir clairement? Parce que comme on le dit, le poète parle une fois, il utilise des mots, mais on peut le comprendre sur plusieurs dimensions. Oui, donc ce poème a été écrit pour décrire la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Laquelle? Les Africains, après des années de colonisation, nous avons été transformés. On nous a demandé d'abandonner tout ce qui est intrinsèque à nous pour prendre ce qui est à l'autre. On a formé un homme qui valorise ce qui est de l'autre et qui néglige ce qui vient de lui. On nous a demandé de changer nos noms, de devenir chrétiens ou musulmans, parce que c'était meilleur, et on l'a fait. On nous a demandé de nous déshabiller et prendre d'autres vêtements pour être corrects, et on l'a fait. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, on se retrouve quelque part où on ne se reconnaît plus. On n'est ni l'autre, ni nous-mêmes. On est au milieu et on se cherche. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ce que nous sommes, en fait, nous n'allons pas pouvoir nous redévelopper ou nous développer. Donc, c'est ça que j'ai voulu mettre dans ce texte pour interpeller. Je veux interpeller l'homme africain en particulier, pour qu'on commence par se poser ces questions-là et qu'on commence par reconnaître que notre valeur vaut autant que la valeur des autres.
C'est intéressant tout ceci. Et j'aimerais bien rapidement, parce que vous avez parlé de Dieu tout à l'heure, vous avez dit peu importe le nom qu'on lui donne. Et vous avez justement, j'ai parcouru votre livre Le soleil éclaira la nuit, et on s'est rendu compte qu'il y a un poème dedans où on cherche Dieu. À travers diverses civilisations, à travers divers pays, à travers, en tout cas, divers temples. Et ça m'a tellement inspiré. Et ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus apprécié, c'est cette forme de traduction que des comédiens béninois ont eu à faire de ce poème, en traduisant ce poème en langue fongbe, pour permettre à nos concitoyens de mieux comprendre. Et nous allons suivre rapidement un extrait, juste un court extrait pour vivre comment on peut chercher Dieu à travers diverses civilisations. Constantin le Grand Yétil Soucé, Lobobé Jupiter, Oumoé Maou, Bon, moi, Sagoulé, les Dori, Yepiwe Ouzou, Romantopi, Donou Kontcheme, Mao. Bibawe Djende, Boitondo Deb, Finéon, Mpe Yewenonde, Yewenon Dahor, Enon Homeland, Amon Ra, Ganroun To Dahobio, Les Aiton Pevio Doni Moine, Unko Agbeto Oyozle, Bodrondo Zanzanweji, Kaka Cusco et Mouaitonde, Do Arros Buto Nka Tome, Unpe Yewenonde, Yewenon Dahor, Enon Homeland Inti Nubu Petor, Les Aiton Vodoni Boine, Unkaletion Totalibé, Kakaitondo Tenok Titilan, Bodo Betou et même Mao. Payande, nous nous attendons, et nos homelands réoupéli. Nous pétons les haïtons vous donnez boine. On l'a pas béton yosle. Bodrondo Zanzanweji, Mho Himalayazle, Mpe Sidata Gotama de Lumbini, Enon Homeland Deva nous pétons les Haïtons Vodoni Boine. Onzoniko Egypto, Kakai Asiak Beji, Bopodo Bibawe Mao. Voilà, on sent une quête permanente du suprême, du divin. Et ce divin est appelé de divers par diverses dénominations où qu'on soit. Et plus loin, toujours dans ce poème, ça c'est la version fongbe pour permettre à nos téléspectateurs qui parlent fond de mieux comprendre. En français quelque part, toujours dans ce poème, vous dites « Je suis allé en Afrique jusqu'au Dahomey. J'y ai rencontré Ronsi, une prêtresse vaudou. Elle s'est agenouillée et a imploré Mao. Mao, le Tout-Puissant, à sa
connaissance. C'est toujours la suite de l'événement qui est passé tout à l'heure. Oui. Et toujours, je te cherche. C'est la fin, ça. Et toujours, je te cherche, Dieu. Mais partout où je passe, on t'appelle autrement. Qu'est-ce qui a pu vous inspirer ce poème? Je rappelle que c'est une anthologie de poésie que vous faites souvent, Dr. Luc Oquet. Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui a inspiré ce poème? Mon existence en tant qu'homme. C'est-à-dire que quand on réfléchit, on voit que finalement tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est à la recherche de Dieu. D'accord. Un petit enfant qui naît, il crie. On ne sait pas pourquoi il crie. Personne ne l'a jamais dit pourquoi les enfants, quand ils naissent, ils crient. Mais ils crient peut-être, moi je pense, parce qu'ils sont ils quittent un univers où il y avait Dieu pour un univers inconnu. Et depuis la naissance, l'homme ne cherche que Dieu. Dans toutes ses formes. Dans la science, dans la littérature, dans la spiritualité, dans le sport, nous cherchons une satisfaction qui est juste une expression de Dieu qui est en nous. Et nous pensons que ce Dieu, il est différent. Vous allez dans d'autres civilisations, on peut l'appeler Dieu. Oui. Vous allez ailleurs, on l'appelle Allah. Vous allez ailleurs, on l'appelle autrement. Et vous pensez que vous êtes en train de chercher ou bien rencontrer une personne ou un individu ou une entité différente. Mais en fait, c'est la même personne. Et quand on fait le tour, on revient à la racine. On parlait de la racine tout à l'heure. On revient à la racine. Donc c'est pour ça que moi, en tant qu'Africain, béninois, je suis revenu, après avoir fait tout le tour, à la racine. Et on l'a appelé Mao. Dites-moi, docteur Luc Magloire, si vous devriez choisir aujourd'hui une seule image pour définir votre existence, serait-ce l'écran de moniteur cardiaque ou la page blanche d'un carnet? Est-ce l'écran avec le bip, bip, bip pour montrer les battements du cœur ou un carnet blanc, une page blanche qui attend d'être rempli? C'est la somme de tout ça. C'est la somme de tout ça. L'homme est une entité complexe. Oui. Et puis l'homme a toujours beaucoup de valeurs. Certaines de ces valeurs ou de ces qualités sont révélées. D'autres ne sont pas révélées. Certaines sont des qualités primaires et d'autres sont des qualités secondaires qui vont se révéler dans des situations particulières. D'accord. Vous voyez? Donc, je suis tout ça. Quel message avez-vous à adresser à cette jeunesse africaine, puisque vous avez insisté, vous êtes ailleurs, mais toujours avec l'Afrique, cette jeunesse africaine qui pense souvent que les sciences et les lettres sont deux mondes hermétiques? Oui. Donc, ce que moi je vais dire avec ma petite expérience d'homme africain, et qui a quand même vu autre chose, je pense que la chose la plus importante, c'est pour nous, c'est de reconnaître nos valeurs, de reconnaître que nous sommes des hommes au même titre que les autres, et qu'il est temps que nous retournons à nos valeurs pour pouvoir nous développer et être émancipés. L'émancipation ne se fera pas ailleurs. L'émancipation ne se fera pas en essayant de ressembler à l'autre. C'est ça. L'émancipation personnelle, nationale, culturelle, se fera en se réappropriant ses valeurs et en les montrant aux autres. Parce qu'en fait, vous allez remarquer que, en fait, c'est les autres qui veulent vous ressembler. Ceux à qui vous voulez ressembler sont des dérivés de vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier homme qui soit apparu sur Terre était quand même un homme noir. C'est un Africain. Donc, nous sommes les premiers et tout ce qui vient après vient de nous. Donc, il faut que notre jeunesse se rappelle de ça et je pense que cette jeunesse sera plus émancipée que notre génération qui est en train de passer.
Merci à vous, docteur Luc Coquet. Un mot rapidement à tous ceux qui nous suivent, pas seulement la jeunesse, bien évidemment. Oui. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, j'ai quitté le pays, j'ai traversé beaucoup de continents, mais je constate, plus j'avance en âge et plus j'avance en expérience, je constate que la source est ce qui est de plus important. Et nous sommes à un moment particulier au Bénin où j'observe beaucoup de loin. Je vois que nous sommes en train de faire un genre de renaissance. Okay? De renaissance comparé à d'autres pays africains. Il y a une renaissance qui est d'abord culturelle et qui est très importante parce que c'est la clé, c'est les fondamentaux du développement, de l'émancipation. Donc moi, j'encourage tous mes frères et sœurs béninois de continuer dans la même direction et d'être patient. Je pense que nous sommes en train de faire ce qu'il faut, de lancer les fondamentaux. Donc voilà. Merci à vous et je rappelle à nos amis téléspectateurs, vous l'avez constaté, aujourd'hui nous n'avons pas chanté, nous n'avons pas dansé, mais nous avons fait de la poésie, nous sommes allés au plus profond de nos racines. Aujourd'hui nous avons reçu l'homme qui, après avoir recousu les chairs, vient poncer les âmes. Un homme dont la plume est aussi effilée qu'un bistouri, vous l'avez constaté, et dont les mots coulent avec une précision. La précision d'un diagnostic à travers des œuvres comme Quand le soleil éclaira la nuit, justement ce livre dont je vous ai lu quelques passages tout à l'heure, ou encore Trilogie, un autre ouvrage du même auteur. Il nous prouve que la lumière peut jaillir de l'obscurité la plus profonde. Sa poésie, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, n'est pas qu'une simple distraction, c'est une philosophie de l'existence, une quête de sens gravée dans le filigrane de chaque interligne. Entre la science et la métaphore, il dessine une passerelle où la rigueur du savant rencontre la sensibilité du poète. Merci au poète Luc Coquet qui nous a agrémenté notre journée. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'émission de ce jour. C'est justement sur ces mots du poète Luc Coquet que nous allons refermer cette édition. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Passez d'agréables moments en compagnie de Canal 3 Bénin. On se retrouve très prochainement.